Radio Maouja FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Maouja FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue dans Radio Maouja FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires et tant d'autres. Nous vous présentons notre nouvelle émission Construisons notre avenir avec amour, Zola, Upendo, Love, Dinanga. Nous sommes contents, écoutez-nous, nous sommes avec vous. Construisons notre avenir avec amour. Ciao. Bonjour, je suis très content, très heureux de vous recevoir sur la radio Maouja FM. Nous sommes dans notre émission phare de la radio, Construisons notre avenir. Nous sommes très contents de recevoir une personne qui aide vraiment les personnes qui viennent de tous les horizons pour s'installer ici au Canada. On va parler vraiment de l'immigration, de l'entrepreneuriat, de l'intégration et surtout d'un mot qui arrive car le Canada est en train de durcir ses lois au niveau de l'immigration sur la déportation. Alors sans plus tarder, on va quand même voir directement la personne qui est en train de présenter tout ça. Et je vais vous montrer un petit élément qui va vous permettre un peu de comprendre et on y va tout de suite la suite dans un instant. Plus dans le dictionnaire de l'immigration. On peut voir de plus en plus beaucoup de personnes se faire expulser dans leur pays d'origine. À savoir, il faut comprendre une fois de plus que la loi canadienne est inflexible et rigide. Nul n'est censé ignorer la loi c'est la loi. Donc quand il en vient à déporter les gens, on peut comprendre que c'est humain. On a tous des sentiments, on se sent vulnérable, on se sent dans l'empathie de l'autre, ce qui peut donc générer des arguments biaisés, des arguments dénués de toute rationalité. Et on peut comprendre, je dis une fois de plus, nous sommes humains. Étant donné que nous sommes humains, voir son semblable, son alter ego, quelqu'un qui nous ressemble, se fait déporter ou bien se faire renvoyer dans son pays d'origine, sachant qu'il encourt des risques pour sa vie, ça peut être triste. Et donc, nous allons revenir à la promesse que le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a faite le 16 décembre 2021, qu'il allait régulariser tous les sans-papiers du Canada, tous les réfugiés, etc. Les critères exacts ne sont pas encore définis, mais le programme toucherait les sans-papiers, donc des travailleurs avec des permis ou des visas expirés, ou encore des réfugiés dont la demande a été refusée et qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en raison d'un moratoire comme celui décrété pour les Haïtiens et les Afghans. Ce n'est pas la première fois qu'Ottawa se prépare à lancer un tel programme de régularisation, mais jamais de cette ampleur. Le nouveau gouvernement du Québec ne s'est pas encore prononcé sur la question. Malheureusement, cette promesse n'a pas été faite. Et loin de là, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait déporter, qui se sont fait expulser du Canada parce qu'ils croyaient en cette promesse-là. Mais néanmoins, dans cette vidéo, mon but... De quoi nous avons parlé, on avait vu un peu la personne. Alors, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Stéphane Chouapi, spécialiste, on va dire spécialiste conseiller aussi de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Monsieur Stéphane Chouapi, toi, habituellement, tu as l'habitude qu'on t'interviewe. C'est nous et la radio Maouja FM aujourd'hui qui te reçoit. Donc, tu vas te mettre dans la peau maintenant de la personne qu'on est en train d'interviewer. Stéphane Chouapi, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, merci encore de l'intérêt que vous portez à ma modeste personne. Il me fait plaisir d'être sur votre canal ce soir. Voilà, merci. C'est vraiment avec joie et honneur qu'on te reçoit. Alors, j'aimerais quand même que tu te présentes quand même pour le commun des mortels, pour les personnes qui te suivent aujourd'hui. Tu as un long parcours, tu es en train de sillonner le Canada, tu t'es installé comme un roi un peu du côté du Québec. Alors, dis-nous un peu comment, présente-toi en quelques mots pour qu'on sache un peu la personne de Stéphane Chouapi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Stéphane Chouapi. Je suis arrivé au Canada en avril 2014, précisément à la fin de l'hiver. Et ça va maintenant faire 10 ans que je suis au Canada. C'est vrai que j'ai un parcours plus dans le domaine de l'informatique. Ça va faire quasiment 15 ans que je suis dans le domaine de l'informatique. Mais entre-temps, au Canada, je me suis nourri d'une passion du fait qu'en partageant mon expérience en tant qu'immigrant, je me suis dit pourquoi pas. Je suis allé étudier donc pour devenir consultant en immigration. Je me suis formé à ESIN de Toronto
c'était un collège. Et donc, en sortant de là, je me suis donc bâti une bonne compréhension de la politique d'immigration pour pouvoir mieux en parler davantage. Et surtout que l'immigration n'est pas juste de remplir les formulaires, mais il faut connaître les lois qui entourent en fait toute cette politique d'immigration. Donc, de manière générale, voilà un peu la personne que je suis. D'accord, d'accord. Alors, maintenant, comme tu as dit, tu es maintenant quelqu'un qui est incontournable un peu sur les plateformes de l'immigration. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'Africains, beaucoup d'Africains, enfin d'immigrés qui viennent vers toi pour trouver des solutions, ainsi de suite. Alors, cette passion aujourd'hui, toi qui quittes l'informatique, les chiffres, qui quittent les logiciels, aujourd'hui, tu te retrouves avec les articles de loi, les règlements, tout ça. Alors, dis-nous un peu, parle-nous, allez, dis-nous un peu, qu'est-ce qui te passionne un peu? On a besoin de puiser en toi pour comprendre qu'est-ce qui t'a passionné dans ce domaine-là. Ben, il faut savoir que en partant, je n'étais pas prédestiné à parler de l'immigration comme je le fais aujourd'hui depuis 5 ans sur ma chaîne YouTube. Ça a juste commencé du fait que j'étais agacé à l'idée de tout le temps donner la même information à des amis, à des membres de la famille, à des connaissances, etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais créer une chaîne YouTube et je vais faire des vidéos. Et avec ces vidéos, je pense qu'on ne viendra plus m'agacer, on ne viendra plus me déranger parce que chaque fois que quelqu'un viendra me voir, je lui dirai tout simplement, on va voir les vidéos. Donc, c'est de là où est partie l'idée. L'idée de simplement partager mon expérience en tant que simple migrant. Mais de fil en aiguille, pendant que je partageais mon expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un intérêt. Il y avait un intérêt notoire. Les gens, ma communauté grandissait de plus en plus. Et puis, je me suis dit, ben, tiens, je vais approfondir le domaine. Je vais m'appesantir de plus en plus pour mieux comprendre tous ces différents programmes d'immigration, parce que moi, je suis venu en tant que résident permanent, je suis venu en tant que travailleur qualifié, choisi par la province du Québec. Et pour ceux qui connaissent, là, le CSQ, c'est le certificat de sélection du Québec. Donc, c'est comme ça que je débarque au Canada. Mais entre-temps, je me suis rendu compte que des personnes n'avaient pas mes qualifications pour entrer au Canada et il fallait comprendre les autres programmes. Parce que pour entrer au Canada, il y a plusieurs programmes d'immigration. On parle par exemple du programme du permis d'études, ou encore on parle du permis de travail fermé à un employeur. Et puis il y a deux autres programmes selon les différentes provinces où vous voulez chuter. Donc, partant de là, je me suis dit, je ne vais pas juste me contenter de partager mon expérience parce que de plus en plus, je vois un besoin d'aider, un besoin de pouvoir répondre à des préoccupations pointues que générales. Et c'est la raison pour laquelle je dis en 2021, je vais me former. C'est comme ça que je me lance, je pense en 2020, fin 2020. Je dis, je vais me former. C'est comme ça que je me lance dans une formation pour mieux comprendre le métier qui est derrière le consultant en immigration réglementée. Et donc, je vais donc m'inscrire et durant mon parcours académique, je vais comprendre comment avait dit ça, la pertinence qu'il y a derrière l'idée de la politique d'immigration. C'est-à-dire, on a appris un peu l'historique, comment tout ça s'est fait, parce que l'immigration ne remonte pas à hier. Là. On parle de 100 ans d'immigration au Canada. L'immigration, c'est plusieurs années, hein, c'est plusieurs années pour qu'on arrive à ce chiffre qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire 40 millions d'habitants. Donc, la politique d'immigration a un but bien précis, c'est de combler la pénurie en main-d'œuvre, mais aussi c'est de remplacer cette population vieillissante. Ça, c'est clair. Et on sait bien que quand on comble cette pénurie en main-d'œuvre, c'est parce qu'on ne voudrait pas que l'économie du pays puisse tomber. Parce que imaginez-vous un pays où il n'y a plus de jeunes, il n'y a que une population vieillissante. C'est clair que cette économie ira de mal en pis. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais me former, je vais me documenter pour pouvoir venir auprès d'une audience toujours beaucoup plus pointue au niveau des demandes, pointue au niveau des questions, mais beaucoup plus éveillée à l'idée de savoir quels sont les différents programmes d'immigration qui pourraient leur convenir. La première formation que tu as faite, elle était spécialisée ou elle était vraiment généraliste sur l'immigration? Elle était spécialisée. Ok, explique-nous un peu.
Alors, tout simplement, lorsque j'ai vu qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, ça se donnait au collège, parce que de nos jours, il n'y a plus aucun collège qui donne ce cours de constat en immigration. Parce que, comme je dis une fois de plus, lorsque on est dans un pays capitaliste, il faut le dire, hein, il faut dire les vérités telles qu'elles sont. On est dans un pays capitaliste lorsque l'État voit un réel besoin de capitaliser, il se dit, tiens, on va élever le niveau. Donc, aujourd'hui, on ne parle plus de ce cours au niveau des collèges, le cours est monté au niveau universitaire. Donc, il va falloir avoir bagage universitaire pour pouvoir faire ce cours-là. Donc, moi, à mon époque, je l'ai fait au niveau collégial. Et donc, au niveau collégial, quand je l'ai fait, le cours se donnait dans plusieurs collèges. Moi, je l'ai fait à Aisin de Toronto parce que il y avait encore des places admissibles. Et donc, on a 10 cours de manière générale. 10 cours. Et dans ces 10 cours, on apprend l'historique en immigration. On nous dit quelles sont les toutes premières personnes, les premières personnes qui ont frôlé le sol canadien. Ensuite, ils retracent vraiment l'histoire. Oui, on retrace l'histoire quasiment. On nous explique les premières personnes qui sont arrivées. On nous explique comment le Canada s'est bâti. C'est-à-dire, à l'époque, là, on ne parlait pas des 10 provinces et des 3 territoires. Ça a commencé d'abord avec 4 provinces qui se sont fédérées pour créer ce qu'est le Canada d'aujourd'hui. Ensuite, les autres provinces se sont ramifiées à ces 4 confédérations. Et puis, ça a créé le Canada que c'est aujourd'hui. Et puis, on a vu au fur et à mesure comment les lois ont progressé. Par exemple, en 1885, l'immigration était rude pour les Chinois, malgré que les Chinois font partie des personnes qui ont construit le chemin de fer transcontinental du Canada. Parce qu'ils sont allés en Asie chercher la main-d'œuvre pour construire le chemin de fer. Mais malgré tout, l'immigration était très rude pour les Chinois. À l'époque, pour qu'un Chinois entre au Canada, il fallait qu'il paye un laissez-passer de $50. Vous savez, $50 à l'époque, 1885, c'était énorme. C'était énorme, oui. Énorme. Ensuite, avec le temps, ils ont, je pense, une année plus tard ou 2 ans plus tard, ils ont monté le $50 à $100 pour passer plus tard à $500. Donc, pour qu'un Asiatique rentre au Canada, ce n'était pas donné. Ils se sont bagarrés, ils ont protesté pour pouvoir... vous savez, quand je parle, ils ont bagarré, ils ont protesté, je ne parle pas des hommes asiatiques qui étaient au Canada, je parle des États. Les États se sont dit, OK, il va falloir qu'on trouve des accords bilatéraux pour pouvoir permettre à notre population de rentrer au Canada. C'est comme ça, dans cette politique étatique, que la Chine a commencé, ou les Asiatiques ont commencé à avoir plus d'accès au Canada, mais ce n'était pas donné. Et pareil pour les Africains. Pareil pour les Africains. À cette époque, aucun Africain ne pouvait entrer au Canada parce que l'immigration de cette époque est une immigration choisie. Et c'est une immigration qui regardait uniquement des personnes qui pouvaient apporter une valeur ajoutée à la société canadienne de l'époque. Et donc, dans cette immigration, les lois étaient claires. Les lois disaient ceci: on ne prend pas des personnes contagieuses, ayant des maladies contagieuses. Donc nous, en fait, on était comme, donc perçus comme des très maladifs. On était délaissés pour quand? Donc, à cette époque-là, il n'y a pas que les Noirs, même les Occidentaux qui avaient la lèpre à l'époque, qui étaient des personnes... parce que vous savez, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, etc., il y a eu beaucoup de misère en Europe et tout. On ne prenait pas ces gens, on ne prenait pas ce type de personnes. On ne prenait pas cette population misérable, on prenait quand même des personnes qui avaient un poids. Ouais, donc là, vous avez eu la chance, d'après cette formation quand même, de retracer quand même l'histoire de l'immigration. Vous avez aussi des cours sur les lois, sur la réglementation, sur le droit, je pense aussi. Vous avez des cours aussi sur la mentalité, la sociologie canadienne. Oui, tout ça, mais aussi sur l'éthique en tant que consultant en immigration, parce que c'est bien beau de comprendre comment marche la politique, les lois de l'immigration canadienne, mais il faut aussi mettre en avant l'éthique du professionnel que nous sommes. Donc, on a appris l'éthique du consultant en immigration, qu'est-ce qu'il ne devrait pas faire et comment il ne devrait pas se compromettre devant un client, que les dossiers sont d'une extrême confidentialité, qu'il ne devrait pas en aucun cas jouer avec le dossier d'un client. Donc, c'est vraiment comme un avocat, en fait. Ouais, alors,
dernièrement, là, on a vu que l'État canadien s'est fâché et a sorti une grande liste de ceux qui ne pouvaient pas et tout. Alors, est-ce qu'il y a eu des abus? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'État canadien ait un regard vraiment, mais penché sur ça? Est-ce que c'est plus que euh, la corporation des personnes comme toi, cette corporation-là, ont pu, voilà, se démarquer, ont créé des grands marchés et tout, et ils se sont dit non, comme l'État veut peut-être toujours, tu connais, là, tu connais le système. Ils Tout veulent à fait. toujours ouais, remettre les choses Tout sur. à fait. Est-ce que ça a été dans ce sens-là ou c'était vraiment qu'il y avait vraiment des abus, des dépravations, ainsi de suite? Alors, je dirais rapidement, là, il y a eu beaucoup de laisser-aller, il y a eu beaucoup de dérapages dans le système d'immigration. Même le ministre de l'immigration actuel, Mark Muller, l'a dit, le système d'immigration canadien n'était pas adapté au 21e siècle. Tout simplement pour dire qu'ils ont laissé passer beaucoup de personnes à travers le mail. Parce que, à un moment donné, vous savez, quand on développe un système, de prime abord, on ne peut pas, on n'est pas devin, on ne peut pas, euh, comment je vais dire ça, on ne peut pas anticiper sur tout. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui va arriver, ce qui ne va pas arriver. On essaie autant que on le peut de minimiser les risques. Mais il arrive à un moment donné qu'on est comme perdu dans son propre système. Et c'est ce qui est en train de se passer avec le Canada, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de dérapages. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, la politique d'immigration canadienne, moi je le dis encore, les Canadiens ont le bon cœur. Que quoi qu'on le dise là, moi, c'est mon opinion, les Canadiens ont bon cœur. C'est pour ça que lorsque vous voyez les Allez, on guerres, y va. si Allez, on on y revient va. en arrière, vous voyez les Oui. guerres qui sont passées, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas beaucoup entendu parler des Canadiens. Ce ne sont pas des gens qui s'immiscent trop dans les politiques extérieures, etc. Ils sont toujours un peu comme un peuple à part, peut-être cachés derrière les Américains, on va dire comme ça. Mais moi, je dis, pour ma petite opinion, là, les Canadiens ont bon cœur parce que leur politique d'immigration allait dans le sens de remplir le Canada. Et le Canadien, il te fait confiance jusqu'à ce que tu lui montres le contraire, jusqu'à ce que tu lui prouves qu'il a eu tort de te faire confiance. Et ce qui s'est donc passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de laisser aller dans le sens où, je prends des exemples palpables. Il y a des personnes qui falsifiaient beaucoup de documents pour pouvoir immigrer au Canada. Faux documents scolaires, faux documents bancaires, faux actes de mariage. À un moment donné, lorsque le Canada commence à réaliser tous ces faux documents et commence à retracer, ça vient de quel pays? Parce que peut-être les gens l'ignorent là, mais chaque fois qu'on passe la douane là, on est stampé là. Donc, c'est-à-dire, Oui. on est immatriculé quelque part dans la base de données. Donc, à un moment donné, ils vont retracer d'où viennent ces faux documents. Si ça tombe que c'est au Congo, ça tombe c'est au Cameroun, ça tombe c'est en Côte d'Ivoire, vous commencez à être fiché. C'est ce qui va se passer. Donc, que ce soit le programme de visa visiteur, que ce soit le programme de permis de travail, que ce soit le programme de permis d'études, il y a eu beaucoup de faux et beaucoup de dérapages. Je prends un exemple. Pour le programme de visa visiteur, lorsqu'ils ont lancé leur politique, à la sortie de la pandémie, pour la plupart des visiteurs qui ne pouvaient pas entrer dans leur pays d'origine, la politique d'intérêt public disait ceci: vous pouvez désormais changer votre statut de visa visiteur pour un permis de travail fermé. Tout simplement parce que le Canada, dans son bon vouloir, dans son bon cœur, ils auraient pu ne pas le donner, cette politique, parce que les gens pensent que parce que le Canada a l'accord de cours qu'ils n'ont pas le choix. Non, ils ont le choix. L'immigration, c'est un privilège, ce n'est pas un droit. Vous comprenez? Donc, dans cette politique, je dirais, dans cette bonne politique de permettre aux visiteurs de changer leur statut, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de personnes qui ont entendu parler de cette politique-là, d'intérêt public qui permettait aux visiteurs de changer de statut et qui n'étaient pas au Canada, ont fait vite de courir faire la demande de visa de visiteur. Il y a eu beaucoup de demandes de visa de visiteur pendant toutes ces périodes de 2020 à 2024 parce que cette politique s'est étirée. Et donc, beaucoup de personnes sont entrées. Mais quand les gens entrent, de vous à moi, entendons-nous, quand les gens entrent avec un visa visiteur,
c'est pour séjourner moins de 6 mois, selon les conditions d'un visa visiteur. Mais quand ces personnes entrent et qu'à un moment donné, ne veulent plus rentrer ou commencent à faire la demande d'asile, à un moment donné, on se pose des questions. À un moment donné, on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Des personnes ont demandé un visa visiteur pour faire maximum, c'est 6 mois qu'on peut faire au Canada, mais ces personnes ne veulent plus rentrer. Ils veulent rester. Vu qu'ils n'ont pas trouvé un permis de travail, parce que le statut, la politique d'intérêt public aurait voulu que tu puisses avoir un employeur qui te donne un contrat de travail pour que tu changes de statut de visiteur à permis de travail fermé. Mais quand personne n'arrive donc à trouver un contrat, quelle est la solution qu'il vous reste? C'est d'aller faire la demande d'asile et d'inventer des histoires. C'est que beaucoup ont fait, ce qui donc a attiré le regard du gouvernement en se demandant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi de plus en plus il y a des demandes d'asile de visiteurs? Ça, je dirais, c'est un dérapage parmi tant d'autres. Ce qui donc a contribué justement à sortir toutes ces réformes que vous avez pu voir ces derniers mois. Voilà, là maintenant, il y a un nouveau terme qui est en train de sortir, là, dernièrement. On parle beaucoup de déportation. Alors, oui. Déportation, c'est ce qu'on a pu un peu voir quand on commençait l'émission, là. Tout à fait. On a vu que les gens, voilà, il y a ce nouveau terme qui est en train de sortir ces derniers temps. Là, les Canadiens sont en train de durcir leur politique. Alors, tu as dit un truc très intéressant. Tu as dit, ne pensez pas que les Canadiens ne peuvent pas. C'est comme s'ils avaient la corde au cou et qu'ils n'ont pas le choix et tout. Et tu as dit qu'ils ont le choix. Tout à fait. C'est très important de dire ça. Et quand tu dis qu'ils ont le choix, on est en train de le percevoir, le voir même dans les articles de loi, dans les réformes, dans tout ce qui est en train de changer dans leur politique. Qu'aujourd'hui, actuellement, voilà, il y a ce terme-là, ce générique, en fait, ce jargon peut-être dans un jargon du droit, je ne sais pas d'où il sort, mais c'est en tout cas ce mot-là, déportation. Il y a même des vrais Français qui sont vraiment expulsés. Donc, il y a beaucoup de choses. Alors, parle-nous un peu de cette déportation-là et parle-nous, est-ce que vous aussi, dans votre métier, vous vous sentez menacé, vous sentez que votre chiffre d'affaires va peut-être aussi baisser, puisque maintenant, il y aura moins de monde dans ce contexte-là. Ça va être un peu plus difficile. Comment voyez-vous l'avenir? Donc voilà. Essayez de répondre à mes multiples questions que j'ai posées là. Tout à fait. Merci encore pour tes questions. Faudrait savoir que la déportation, c'est pas nouveau. Seulement, à cause de tout ce qui est en train de se passer, ça prend plus de l'ampleur parce qu'on a l'impression qu'il y a plus d'écho sur le mot déportation. Mais la déportation s'est faite depuis 2021, depuis 2020, mais en faible quantité. Mais à cause de ce dérapage, justement, il y a donc beaucoup de refus de demandes d'asile qui se font et ce qui donc entraîne des déportations parce que je tiens quand même, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous faites une demande d'asile et que vous avez une interdiction de séjour, vous avez 30 jours pour quitter le pays. Quand votre demande d'asile n'est pas acceptée, vous avez 30 jours pour quitter le pays. Et si, au terme des 30 jours, vous n'avez pas quitté le pays, votre mesure d'interdiction de séjour devient une mesure d'expulsion. Et quand ça devient une mesure d'expulsion, on va vous donner une date à laquelle vous ne devez plus être au Canada. Et c'est une date à laquelle, où que vous soyez, on vient vous chercher, on vous met dans l'avion, on vous déporte dans votre pays, dépendamment où on veut vous déporter, etc. Donc, c'est pour ça que, généralement, quand des personnes font des demandes d'asile et que c'est refusé, ils veulent jouer au philo, ils se disent, bah, je vais rester, etc. Donc, c'est ce que peut-être beaucoup font, mais ça va passer à une demande, à une mesure d'expulsion. Ce qui arrive généralement, et d'où justement, à cause de ça, on a donc un très haut taux de déportation en 2023. Parce que si vous voyez bien, les mesures n'arrivent pas hier là, ce sont des mesures qui ont commencé à partir de 2022, etc. Donc en 2023, ça explose quasiment. On passe de 27 déportations par jour à 39 déportations.
Il y a Papa. quasiment un Alors, bon. c'est super. Alors, donc, il y a une vidéo que c'est dans ton reportage, hein, Ok. et on va regarder ça tout de suite, un peu, un exemple, un peu, parce que les gens pensent que c'est peut-être des blagues, mais maintenant, vous allez voir ça tout de suite dans un instant. Alors, nous regardons ça tout de suite et la suite dans un instant, s'il vous plaît. Soyez patients. Voilà. Nous y sommes. Manque de main-d'œuvre ou on manque d'immigration francophone au Québec, bien, il y a une famille qui vient de la France à Saint-Raymond qui devra être expulsée de manière éminente. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les copropriétaires du dépanneur Grande Ligne à Saint-Raymond. C'est un couple qui est arrivé avec 2 jeunes enfants il y a 5 ans dans la région. On était arrivé sur, pour la femme, un permis de travail, pour l'homme, un permis d'études. Par la suite, on a voulu renouveler ces permis. On n'a pas eu de retour rapidement de la part d'Immigration Canada. On a essayé de faire des suivis. On a dit que du côté d'Immigration Canada de ne pas s'inquiéter. Mais ce qui est arrivé, c'est que finalement, on a reçu une notice de l'Agence des services frontaliers du Canada qui dit qu'on va devoir renvoyer ces gens-là. On a essayé de faire appel, mais ça ne fonctionne pas pour l'instant. Donc, ces gens-là devront quitter et c'est vraiment pas facile pour eux. On les écoute. Je demande de sortir, déjà d'avoir un délai pour cette mesure de renvoi parce que clairement, on ne peut pas effacer 5 ans de notre vie en un mois. Puis on peut pas tout vendre, tout arrêter en un mois. Puis notre vie, elle est ici, comme les enfants, toute leur vie ici, quoi. C'est ça que... Nos enfants, ils connaissent même pas la France, ils s'en rappellent pas, là. C'est surtout de se faire dire que personne ne peut rien faire, c'est pas vrai. Il y a forcément quelqu'un au gouvernement qui peut faire quelque chose. Je dois préciser ici qu'évidemment, du côté d'Immigration Canada ou du ministère de l'Immigration, bien, on ne peut pas vraiment commenter des dossiers particuliers. Même chose pour l'Agence des services frontaliers. Donc, on a seulement la version de la famille, mais vous pouvez comprendre qu'en raison du contexte, ça fait énormément réagir ici. Tu dois quitter le pays 5 ans plus tard. Quand tu travailles, quand tu as un commerce, quand tes enfants sont impliqués et toi aussi, quand tu fais du bénévolat. Fait que je trouve ça vraiment déplorable. La seule issue possible, ce serait l'intervention du ministre fédéral de l'Immigration. Mais évidemment, vous comprenez que c'est sensible parce qu'à un certain point, il faut que certaines lois soient respectées et ce serait mal vu un peu de l'ingérence politique. Voilà, alors là, on était Vous vraiment dedans. suivez un peu la fin de. Je reviens vers la fin de ce que le journaliste dit. Que la seule issue, lorsque vous avez une mesure d'expulsion du territoire, la seule issue, c'est que le ministre de l'Immigration puisse intervenir. Mais malheureusement, il ne pourrait pas intervenir dans tous les cas. Ce serait se tirer une balle au pied. Ce serait aller à l'encontre de ses propres lois. Donc, c'est carrément... Alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ces moments-là? C'est là où vous avez quand même une pièce à jouer, même en tant que conseiller. Quelle manœuvre faudrait faire? Puisque là, maintenant, les gens, comme ça, ils ont passé leur temps, énergie, ils se sont consacrés, ils ont pris goût. Maintenant, voilà. Ce que je vais dire, c'est un peu triste. La loi canadienne est inflexible et rigide. Et malheureusement, je ne connais pas d'autres pays, peut-être parce que je n'ai pas encore vécu ailleurs, là, mais pour le peu des pays où je suis passé, j'en connais pas tellement comme le Canada, qui est assez pointilleux en ce qui concerne ces lois. Lorsque le Canada émet un avis d'expulsion, 90% de chances vous allez rentrer dans votre pays. 90% de chances. Et les 10% de chances que vous restiez, ce serait un miracle du Premier ministre, un miracle du ministre de l'Immigration actuel. Ce n'est que ça. Parce que les recours sont lesquels? Les recours, elles sont infimes. Ça peut être pour des besoins humanitaires. Mais jusque-là, il va falloir prouver pourquoi vous voulez rester au Canada pour des besoins humanitaires. Ça peut être l'intérêt supérieur de l'enfant. Si vous avez des enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici, vous pouvez utiliser cela parce qu'il y a une jurisprudence qui montre dans un cas passé qu'une maman jamaïcaine qui avait élevé ses 4 enfants allait se faire déporter, mais elle a beaucoup bataillé en justice. C'est un procès qui a quand même duré plusieurs années où la Cour suprême a finalement conclu
qu'à cause des enfants, on ne pouvait pas séparer un parent de ses enfants, d'où on a mis en avant l'intérêt supérieur des enfants. Donc, ce serait des petits éléments comme ça à mener sur le dossier, mais c'est souvent infime. Et comme je dis, c'est au cas par cas. Parce que vous avez vu dans le reportage, c'est cette famille française. Vous savez qu'il y a un accord entre la France et le Canada et le Québec, mais ça n'a pas changé que ces Français ont été déportés. Malgré quand même que les Français et le Canada, c'est quand même une bonne collaboration. Donc, c'est très difficile rendu là de se dire qu'il y a des issues. La seule issue, comme le journaliste l'a dit, c'est le ministre de l'Immigration canadienne. Ah oui, d'accord. Alors, pour cela, nous allons souffler un peu avec une petite page de pub. Je vais vous demander quand même de prendre un peu de temps. On va laisser un peu Stéphane Chouapi prendre quelque chose un peu, boire de l'eau, se ressourcer un peu. Et on va prendre une petite page de pub. On va vous présenter un petit élément qui se passe ici. Donc voilà, à vous. À tout à l'heure, la suite dans un instant. Okay. Bonjour, je suis très content de vous présenter aujourd'hui notre entreprise Clesenza Beauty Store. Moi, je suis Ronel Kless, propriétaire de Clesenza Beauty Store, qui est situé au 1025 rue Notre-Dame, dans la ville d'Embrun. Embrun est une grande ville, une très belle ville, qui est aux environs de 25 minutes d'Ottawa. Pourquoi le nom de Clesenza? Clesenza, c'est un nom qui est très cher à nous, qui est très important. Clesenza fait partie de notre patrimoine historico-culturel qui vient d'Haïti. C'est pourquoi nous voulons représenter cette belle culture afro-caribéenne à travers la beauté, la gastronomie afro-caribéenne. Ainsi donc, nous vendons des produits tels que les perruques, les mèches, nous vendons des produits alimentaires. Ce sont de très bons produits, des produits que vous allez aimer et que vous allez apprécier. Nous sommes ravis, très ravis d'être dans une communauté franco-ontarienne, une communauté bilingue où l'on parle français et anglais. C'est comme notre pays en Haïti où nous parlons français et créole. Voilà, nous revoilà sur notre chaîne sur Radio Maouj FM. Donc il fallait un peu souffler. Alors pour toutes les personnes, les businessmen, les investisseurs et tout, qui nous contactent jour au jour, nous sommes très ravis de travailler avec vous et vous sentez que les choses se déploient. Vous sentez quand même un public qui vient vers vous. Vous nous le dites souvent et les gens nous le disent aussi. Alors, c'est une forme aussi, un passage dont nous allons parler aussi avec Stéphane Chouabi sur l'intégration et on va lui demander un peu, on va lui poser des questions. Maintenant, une fois qu'on a réussi cette forme-là un peu avec tout ce qui est, comme on dit en lingala, mikanda, comme on dit papier, tout ça et tout. Mikanda. Voilà. Alors maintenant, dites-nous comment ça se passe maintenant une fois qu'on est ici, comment on s'intègre, puisque l'intégration dans la tête, dans les mœurs et coutumes et traditions de chez nous, c'est un peu difficile. Et nous voyons que les familles africaines souffrent beaucoup, en tout cas chaque famille africaine. Essayez vraiment, de tout cœur, je vous le dis, ne soyons pas des marionnettes du système. Essayons vraiment d'être ensemble et d'être forts. Plus les familles sont fortes, plus notre patrie, enfin, notre communauté sera forte. Hein, toutes les communautés africaines ont pratiquement presque les mêmes problèmes.
d'autres avec un level plus haut, d'autres avec un level plus bas, mais essayons de nous organiser. Et c'est important, là, on va parler d'intégration, puisque nous voyons comment les familles se déchirent ici pour un pays qui se dit plus ou moins humanitaire. Donc, c'est là où on a la chance d'avoir Stéphane Chouapi qui rencontre des gens. Je me souviens une fois, il était avec Philippe Simo à Montréal, qui s'étonnait, il prenait les témoignages de certaines personnes, et c'est très dur. L'isolement, les gens sont isolés, les gens sont seuls dans leur coin parfois, et parfois il y a des personnes qui meurent comme ça après 5 jours ou une semaine. Heureusement que Dieu a bien fait les choses, que quand quelqu'un meurt scientifiquement, biologiquement, hein, physiquement, il y a cette odeur là de mort là qui sort. Mais s'il n'y avait pas ça, on aurait pu même ne pas savoir ça pendant même 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc c'est juste pour dire que c'est important que nous soyons unis. Alors, Stéphane, comme j'ai essayé de parler un peu, dis-nous un peu, ces familles-là, ces femmes et ces hommes qui se déchirent, les divorces sont en os, c'est incroyable. Alors, dis-nous, je sais que j'ai un peu mélangé un peu tout, hein, les formes d'intégration, parce que dedans, l'intégration, c'est voilà, le civisme, la citoyenneté, travailler, être ou étudier, être voilà une plus-value dans la société, ramener un plus dans la société et puis peut-être plus tard un jour repartir chez nous et prendre toute cette intelligence et le mettre au service de nos pays. Mais quand même, tu vois, tu observes la société quand même camerounaise, congolaise, toutes les communautés africaines. Tu vois comment quand même. Même asiatique, hein. Même asiatique. Dis, parle-nous là, on est ensemble là, puisque ça devient vraiment, c'est pas facile et il faut qu'on aide, on puisse aider les gens là. Et l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. À toi. Tout à fait, tout à fait. Alors, merci encore pour tes questions aussi pertinentes les unes les autres, tant pour moi. Quand je suis arrivé au Canada, c'est mon premier constat. Hein. Le premier constat, je le disais à chaque fois à des amis à moi ou encore à des collègues que j'ai remarqué que à chaque fois que je pose la question à des collègues québécois, c'est tout le temps, ils sont séparés, ils sont plus ensemble. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait dans la société. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans, j'ai eu le temps de faire le tour de la question. Mais alors, je pense que, et je le dis à chaque fois dans les vidéos, nous sommes dans un environnement super stressant. Nous sommes en Amérique du Nord. Et qui dit Amérique du Nord dit capitalisme, dans un environnement où l'argent est mis en avant. C'est-à-dire l'argent est le nerf de la guerre. On fait plus confiance à l'argent qu'à l'humain que nous sommes. Vas-y. Donc, face à ce contexte, déjà en partant, il faut comprendre qu'on perd un peu de ce petit côté humain, l'humanité que les gens l'humanisme. On est vraiment dans la suprématie de on est dans le matériel, je vais dire comme ça, on est dans le matériel, dans l'individualisme, etc. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous, etc. Donc, on n'a même plus le temps pour nos enfants, on est tout le temps à la course, en train de chercher de l'argent, que même nos enfants, parfois, on est comme déconnectés. À un moment donné, on voit qu'ils sont grands et puis ils ont eu l'éducation que l'État a bien voulu leur donner et non la nôtre. Parce qu'on est dans une société à la course à l'argent. Donc, je suis rentré dans cet environnement social et je me suis posé la question, pourquoi les séparations? Pourquoi à un moment donné on est stressé? Vous voyez, du jour au lendemain, je suis devenu tout gris parce que quand je suis arrivé, j'étais comme toi, tout beau. Mais du jour au lendemain, je suis devenu tout gris. Attention, hein, peut-être que je me maquille aussi. On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Vas-y. À toi. C'est que nous avons compris à travers mon organisme d'immigration entrepreneuriale, parce qu'on fait de l'accompagnement de bout en bout. Depuis votre pays d'origine, on vous permet d'immigrer à travers les procédures d'immigration. Après, on prépare votre intégration ici. Et puis, on essaie aussi de vous sortir, je dirais, d'une sorte de... Comment je vais dire ça? D'une sorte de cassette, comme quoi venir ici, c'est s'asseoir sur ses lauriers, métro, boulot, dodo. Non. On veut que vous veniez ajouter une valeur, ajouter à cette société, donc créer de la valeur, créer une entreprise, créer quelque chose qui va vous permettre de ne pas être
esclaves du métro boulot dodo. Mhm. Ce qu'on a constaté, c'est que quand les gens arrivaient, ils avaient encore les pensées d'avant, les pensées qu'on les a inculquées en Afrique. C'est pas mauvais, je ne dis pas que l'éducation qu'on a aussi en Afrique est mauvaise, je ne dis pas ça, loin de là. Je dis juste que quand les gens viennent, ils viennent avec leur bagage intellectuel. Ils viennent avec leur ADN, ils viennent avec leurs habitudes du continent. Et une fois ici, ils oublient de changer de cassette. Je ne dis pas qu'il faut perdre ses valeurs, je ne dis pas qu'il faut régner sa culture, mais seulement ils oublient de changer de cassette, et ce qui amène à beaucoup de frustration. Je vais prendre un exemple. Si déjà, au pays, tu étais un pourvoyeur, c'est toi qui payais tout, c'est toi qui finançais tout, etc. Tu ne faisais rien à la maison, tu avais de l'argent pour te permettre une domestique. La gloire, Une fois ici, tu sais que tu ne peux plus te permettre ces domestiques parce que c'est coûteux domestique ici. C'est coûteux une femme de ménage ici. Elle va te coûter peut-être $50 de l'heure que tu ne peux pas te permettre. Dès lors, je pense, juste un cadre familial, dès lors, les frustrations vont entrer parce que madame va se dire, je vais au boulot comme toi, je rentre du boulot et je dois encore te faire à manger, venir te servir à table, m'occuper des enfants. À un moment donné, elle va le faire sur 1 mois, elle va le faire sur 2 mois, mais à un moment donné, elle va clancer. Elle va finir par en avoir marre. Et si même, à un moment donné, elle finit par ne pas en avoir marre, elle va tout le temps en parler autour d'elle. On va lui dire, mais non, mais non, mais non. Bon, je te pose une question dans ce cas. Oui. On va aller direct. OK. Alors, c'est comme si on peut dire qu'ici, c'est ici qu'on va voir s'il y aura le réel amour, en fait. Tout à fait. C'est dans cet environnement que votre amour est confronté. C'est ici que vous allez révéler la vraie personne que vous êtes. La vraie face, puisque là, vraiment, là, c'est là où la face, vraiment, les faces de certaines personnes, les faces de Dracula, ça sort vraiment, tu sens vraiment Dracula en personne, tu sens que, oh, là, vraiment, mais je te connaissais pas. Bon, au lieu que les gens disent, je te connaissais pas comme ça, ce terrain favorise, en fait, la clarté, la transparence, et aujourd'hui, maintenant, les gens, les vrais couples, ceux qui partent d'ailleurs dans certaines horizons, même en France, hein, ça, en France aussi, c'est un peu. Tout à fait. C'est un peu, on sent qu'il y a un peu, il y a quand même un peu du patriarcal. Tout à fait. Mais maintenant ici, il y a des femmes, quand elles arrivent ici, eh ben, il y a des hommes qui sont très étonnés, qui sont très étonnés. Chère dame, nous discutons. Donc, c'est pas la peine de faire venir de tirer sur nous. Ouais, tirer sur nous. Nous discutons. Mais des femmes qui étaient douces, qui étaient vraiment gentilles, tu lui parles. Donc, mais ici, donc même les yeux, la personne là qui te regarde, les yeux changent. J'ai des témoignages comme ça, beaucoup. Moi, je donne mon cas. Par exemple, la chance que j'ai, c'est que je suis d'une culture où nous tenons quand même assez à nos valeurs. Tout à fait. Voilà. Nous tenons quand même assez à nos valeurs culturelles, traditionnelles, on a une compréhension dedans qui nous fait voir la vie à 360 degrés, en fait. Tu vois? On comprend les choses. Mais ce n'est pas le cas pour certaines personnes. On ne va pas commencer à sortir nos histoires. On est tous passés par des hauts et des bas, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc voilà. Mais qu'est-ce qui se passe que quand les gens viennent ici, on dirait que c'est comme si c'était un test ici. C'est un émulateur. C'est un émulateur. Voilà, exactement. Mais maintenant, on voit aussi que après que il y a eu ces séparations, d'autres sont partis par-ci par-là, ils sont toujours pas heureux. On les voit pas heureux, on les voit pas contents, on les voit pas satisfaits. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette observation-là? Je sais que je suis parti un peu dans plusieurs trucs aujourd'hui. Non, mais j'ai compris ce que tu as dit. À toi. Écoute, simplement, quand on parle de l'Afrique qui est patriarcat, c'est l'homme le pourvoyeur. C'est l'homme qui, en général, ramène l'argent à la maison, même quand, bien même, la femme travaille, c'est l'homme qui met beaucoup plus. En général, 90%. Si la femme somme son argent, c'est principalement pour elle, peut-être pour les enfants, de temps à autre, mais c'est l'homme qui paye les charges. Ça, c'est ce qui s'est passé dans une société patriarcale où moi j'ai grandi.
Oui, Et moi de aussi. manière générale, en Afrique. Peut-être ça a changé, peut-être ça change, mais c'est ce que j'ai connu. Mhm. Partant de là, si on parle de ce contexte-là, de ce référentiel-là, quand un couple arrive ici avec des enfants, je dis bien des couples qui ont fait 3 ans, 5 ans, 6 ans, ils arrivent dans un environnement différent, dans un environnement où il aurait fallu être prédisposé, où Mhm. il aurait fallu être, je dirais, formé même, coaché à l'avance pour faire face à une certaine réalité qui va apparaître au day-to-day, au quotidien. Imaginez, on va prendre un cas simple, hein, un Mhm. couple lambda, marié depuis 5 ans. Et ça, c'est une histoire vraie. Part avec des enfants, arrive ici, le monsieur gérait tout, ils avaient une dame de ménage, tout était beau, tout était limpide, la femme aimait son homme, elle était obéissante, comme dit la Bible, femme, Soyez soumise soyez soumise et homme et aimez vos l'homme femmes. aimez vos femmes. Ouais, ouais. C'était parfait, c'était Mhm. l'amour fou quand ils étaient en Afrique. Mhm. Quand ils arrivent ici, il faut comprendre que déjà dans ce paradigme, les choses ne sont plus pareilles parce que la Pareil. femme, même si elle travaille, comme elle travaillait déjà d'ailleurs là-bas, l'homme, même s'il travaille, comme s'il travaille déjà d'ailleurs là-bas, ils ne pourront plus se permettre, je dis, l'homme ne pourra plus se permettre de payer toutes les charges comme il le faisait en Afrique. Parce Mhm. que Donc sa en virilité termes, tombe. ouais, parce qu'en termes de ce qu'on gagne, c'est Mhm. fonction de la vie, du coût de vie. Des coups de Et vie, oui. donc, si le salaire de l'homme, je ne sais pas, on va prendre un exemple, ils viennent d'immigrer, ils viennent d'arriver fraîchement, vous ne me direz pas qu'à l'arrivée, l'homme va gagner $1 million, c'est impossible. Il va commencer à la case de départ, et donc il va commencer soit avec un salaire minimum de 50 000 l'année. Ensuite, peut-être, si sa femme fait mieux, elle gagne peut-être 40 000. Ils ont Mhm. un salaire familial de 90 000. Ils vont se prendre une maison dont l'hypothèque va coûter peut-être $1 600. Admettons que l'homme paye toute la maison, les charges qui vont avec, et n'aura plus rien pour épargner. Il va falloir payer la nourriture. C'est plus l'homme qui pourra le faire. Il va falloir payer les habits. C'est plus l'homme qui pourra le faire. À un moment donné, la femme, qu'elle ne veut pas, elle doit aider en ce moment, elle doit participer. Et donc, la femme qui ne participait à rien au pays va devoir participer une fois au Canada. Qu'est-ce que ça vient faire dans la tête de cette femme-là? Comment elle se sent? Elle Mhm. n'était pas préparée à cela, à sortir son argent. On lui a jamais Ouais. appris qu'elle devait mettre son argent sur la table. Jamais on lui a appris ça. Donc, Jamais. c'est un choc. Ouais, ouais. Et donc, déjà, partant de là, il y a des frustrations. Elle donne sans vouloir donner. Vous savez un peu ce sentiment de on donne, mais on a mal en même temps. Ça Oui, crée oui, des oui. frustrations. Ça crée des frustrations. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, l'homme qui s'attend à ce que madame va faire comme quand ils étaient en Afrique, malheureusement, madame n'aura plus ce temps-là parce qu'il n'y a plus de dame de ménage. Il va falloir que madame aille travailler comme lui, elle revient, etc. Elle attend aussi qu'il participe aux travaux ménagers, à l'éducation des enfants, ce qu'il ne faisait pas en Afrique, ce qu'il n'avait jamais fait en Afrique. Et Et puis là, après, ça qu'est-ce que ça devient crée? des problèmes, ça crée des grands problèmes. Il y a beaucoup de gens qui tombent malades. Et qui dit maladie, qui dit les femmes sont parfois insatisfaites, demandeuses. Et dans un pays où il fait froid et que les choses tombent en panne tout le temps, Encore c'est très pire, dangereux. Donc encore là, nous pire. tombons sur un sujet quand même qui est un peu tabou pour nous. Nous allons essayer de clôturer puisque nous sommes des bantous. C'est quelque chose que nous allons préparer ensemble. Mais c'est vrai, il faut en parler. C'est très important puisque ceux qui connaissent pas les remèdes, un peu comme chez nous, là, les, les- vous connaissez hein, les Tout à remèdes, fait, tout à fait, tout à fait, voilà, les tout à fait. remèdes, Les nos écorces, si racines, tu veux, ouais, voilà, nos racines, nos écorces. Si ceux qui ne connaissent pas ça, ça devient compliqué. tout Ceux à qui fait, mangent comme ils veulent, là, n'importe comment aussi, ça devient très, très compliqué. tout à fait. Alors, pourquoi, je pense qu'aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas assez des structures ouvertes sur l'éducation alimentaire dès qu'un Africain arrive ici, ou l'éducation maritale, pourquoi il n'y a pas assez
de structures comme ça dans les communautés qui pourraient au moins accueillir les nouveaux arrivants et leur dire ça. Puisque j'ai l'impression que, comme tu dis, cette cassette-là, ce narratif-là qui a été toujours l'Afrique, l'Europe, c'est trop bien, Canada, c'est trop bien, tout ça et tout, il faudrait que ça cesse. Africains, nous faisons ça pour que vous soyez quand même avertis. Tu veux venir? C'est toi qui viens. Il n'y a pas de problème. Tant mieux. Vois comme c'est à toi de voir. Mais là, nous, on t'avertit sur certaines choses. Tout à fait. Voilà. Tu vois? Et nous, là, comme on est là, on est comme pas des survivants, mais des vivants. Parce qu'il y a des gens qui survivent ici. Hein, il y a des gens qui survivent ici. C'est tragique. Il faut en parler. Et ça devient vraiment... Il faut en parler. Alors, l'éducation, cette éducation-là, je pense que ça aussi, ça pose un grand problème. Tu es en train de voir aujourd'hui, il y a beaucoup... La forme du couple change. Alors, il y a cette forme-là on va dire, remariage ou famille recomposée. Recomposée. Voilà. Les Africains le font aussi beaucoup. Alors, de plus en plus, oui. De plus en plus. Et ça a l'air d'être compliqué, encore plus compliqué parfois que le mariage simple. Alors, quel est ton regard, ton observation là-dessus? Alors déjà, comme tu l'as dit, il n'y a pas assez d'organismes qui accompagnent les nouveaux arrivants. Et c'est la raison pour laquelle l'immigration entrepreneuriat et d'autres organismes qui œuvrent à produire le même service que nous essayons de mettre sur pied une sorte d'accompagnement qui permettra à mieux outiller ces nouveaux arrivants afin qu'ils ne tombent pas dans, je dirais, dans ce dérapage que la société canadienne peut apporter à des personnes non avisées. Et moi, je le dis tout le temps, les organismes canadiens ne peuvent pas nous comprendre. Ils n'ont pas notre génétique, ils n'ont pas notre culture. Ils auront beau essayer de nous tenir la main à l'arrivée, mais ça ne sera jamais pareil comme si c'était toi ou moi qui parlions à nos frères. Parce que eux, ils ont plus une éducation d'ici. Donc, ils ne sauront pas transmettre exactement ce que les nouveaux arrivants ont besoin d'entendre. Ils vont juste divulguer ce qu'ils connaissent de leur société. Comme par exemple, je prends un exemple, ils vont dire « Hey, ton mari te tape, tu peux avoir un avocat. Si quelque chose arrive, tu fais ceci. » Ils vont plutôt mettre une sorte d'accent sur s'il y a quoi que ce soit, séparez-vous. S'il y a quoi que ce soit. Alors que nous, dans notre culture, on est dans une logique, on peut arranger. On peut, comment avait dit ça, structurer l'arbre par l'arbre. Surtout quand il y a les enfants. Voilà, surtout quand il y a les enfants. Parce que comme tu as dit, il vaut mieux un mariage qui peut s'arranger qu'un remariage avec toutes les complexités qui viennent avec. Tu vois un peu. Donc, malheureusement, on est plus dans, je dirais, un environnement qui est à la gâchette facile. Parce que je dis tout le temps, les Canadiens qu'on voit là, les Québécois, ils se séparent comme bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Et nous, on ne devrait pas copier cela. Ce n'est pas notre culture. On ne devrait pas rentrer, baigner dans cette culture, dans cette logique, parce que chaque culture, j'aime le dire, chaque pays a ses codes, les bons comme les mauvais. Et il nous revient, nous avons la responsabilité d'aller chercher les bons côtés de ce pays. Et c'est sûr, il y a des bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés. Donc, ne copions pas tout. Ne copions pas tout, parce qu'à la fin de la journée, je le dis toujours, réfléchissez, ça profite à qui la séparation? Ça profite à l'État, ça profite au gouvernement. Parce que ça va faire 2 maisons, ça va faire 2 achats. En pire, quand vous avez des enfants, ça va faire... L'enfant aura les outils chez papa, les outils chez maman, l'anniversaire chez maman, l'anniversaire chez papa, la maison chez papa, la maison chez maman, l'impôt chez papa, l'impôt chez maman. Donc, vous voyez, plus il y a division, plus ça profite à l'État. En tout cas, c'est sur ces derniers mots qu'on a la chance d'avoir... on voulait parler de plusieurs choses. Il y a plein de trucs, parfois du racisme que les gens peuvent avoir, de l'intégration, tout ça. Bon. Je pense que promets-nous qu'on te reprend encore une prochaine fois. Bien sûr, ça m'a fait plaisir. Je reviendrai, c'est sûr. Ouais. Alors, nous remercions en tout cas Stéphane Chouapi. C'est quelqu'un qui a
Vous allez voir dans sa chaîne, il a une passion aussi pour la vidéo. C'est quelqu'un qui est un très grand communicant. Il communique très bien. Beaucoup de followers, beaucoup de gens qui le suivent. Vous pouvez aller voir dans sa chaîne, c'est Immigration et Entrepreneuriat. C'est ça, hein? Tout à fait. Immigration et Entrepreneuriat. Donc, vous allez dans sa chaîne, je l'ai mis tout à l'heure. Donc, dedans, vous allez découvrir plein de choses et ça aide vraiment lorsqu'on est dans une impasse parfois, lorsqu'on est dans des situations, puisque parfois, ceux qui sont ici, parfois en Europe ou au Canada, ils pensent que parfois ça leur arrive qu'à eux-mêmes, ils sont seuls, ils sont isolés. Non, c'est quelque chose qui est général. Tu n'es pas fou là où tu es. Tu vois, tu n'es pas fou là où tu es normal. Et c'est normal d'avoir des réactions comme ça. Et femme africaine, nous comptons que sur toi, femme africaine. Que sur toi. On peut dire tout ce qu'on veut, on va aller ailleurs, à gauche, chercher la spiritualité, chercher des pasteurs ou quoi que ce soit, ou des imams, ou quoi que ce soit. Femme africaine, on ne peut que compter sur toi. Il n'y a que toi qui peut redresser une nation. Il n'y a que toi, femme africaine. Ça, je le dis en tant qu'un vrai patriarcat, un vrai patriarche, ceux qui aiment le côté patriarcal, mais et c'est ça. Oui, dis-nous. Dis. J'aime le dire, là, le socle d'une famille, c'est la femme. La femme, oui. Si la femme veut que ça marche, ça va marcher. Ça va marcher. Si elle veut que ça se gâte, ça va se gâter. Exactement. Tu as vu comment je l'ai dit avec émotion, hein? Je l'ai dit. Je l'ai dit avec émotion. Bon, chers internautes, chers téléspectateurs, auditeurs, en tout cas, je vous salue et je pense que cet élément passera aussi, si tu veux bien qu'elle passe dans ta chaîne, comme ça va encore nous faire connaître. Il n'y a pas de souci, tu pourras m'envoyer la vidéo et puis je vais la partager. Super. Alors, où est-ce qu'on peut encore te joindre? Tu as un site, c'est comment? Tout simplement, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Immigration et Entrepreneuriat, sur TikTok, Facebook, Instagram, Immigration et Entrepreneuriat, ou sur notre site web www.immigrerentrepreneur.com. D'accord. Bon, on parlera bientôt de tes investissements aussi au Cameroun. Hein. Je crois que tu pars aussi au Cameroun, non? Tu vas de temps en temps. Ouais. D'accord. Donc, voilà. Donc, on parlera de ça prochainement. Et voilà. Faites-nous des commentaires. Dites-nous. Écris. Ne m'envoie pas des messages sur WhatsApp. Il faut écrire sur YouTube. C'est mieux comme ça. Allez. Ça marche. Ça marche et on se voit la prochaine fois. C'était Construisons notre avenir avec Zola Bolingo Love Dinanga Mapendo. Ciao. Radio Mawija FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Mawija FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue dans Radio Mawija FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires et tant d'autres. Nous vous présentons notre nouvelle émission Construisons notre avenir avec Amour, Zola, Upendo, Love, Dinanga. Nous sommes contents, écoutez-nous, nous sommes avec vous. Construisons notre avenir avec amour. Ciao.